Ma propre fille m'a regardé emballer mes affaires dans des sacs poubelles et m'a dit « Tu as 1 heure, maman. Après, je change les serrures. » Ces mots résonnent encore dans ma tête, chaque matin quand je me réveille. Pas comme un cauchemar, non. Comme un rappel, le rappel de ce que j'ai traversé et de ce que je suis devenue. Je m'appelle Isabelle Morin. J'ai 71 ans. Aujourd'hui, je vous parle depuis mon appartement lumineux au dernier étage d'un immeuble, avec vue sur la Seine. Un penthouse, comme disent les jeunes, avec une terrasse où je prends mon café chaque matin en regardant Paris s'éveiller. Mais il y a 6 mois, je dormais dans ma vieille Renault Clio, garée sur le parking d'un supermarché, avec pour seule couverture mon manteau d'hiver et pour seul oreiller un sac de vêtements froissés. 6 mois, c'est le temps qu'il m'a fallu pour passer de la rue à ce penthouse. Et si vous pensez que c'est une histoire de chance ou de loterie, vous vous trompez. C'est une histoire de trahison, de douleur, mais surtout de justice. La justice que la vie finit toujours par rendre, même quand on a cessé d'y croire. Pendant que je vous raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. De Paris? De Lyon? D'un petit village quelque part en France? Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. J'aimerais savoir qui sont ces femmes et ces hommes qui prennent le temps d'écouter l'histoire d'une vieille dame comme moi. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous ramène en arrière. Pas 6 mois, 10 ans. 10 ans en arrière, quand mon mari Pierre est mort d'une crise cardiaque un matin d'octobre. Il préparait le café, comme chaque matin depuis 43 ans de mariage. J'étais encore au lit. J'ai entendu un bruit sourd dans la cuisine. Quand je suis descendue, il était là, par terre, les yeux ouverts, la cafetière encore à la main. Le café coulait sur le carrelage. Cette odeur, ce mélange de café frais et de mort, je ne l'oublierai jamais. Pierre était tout pour moi. Mon premier amour, mon seul amour. Nous nous étions rencontrés à 18 ans, mariés à 21 ans, et nous n'avions jamais passé une seule nuit séparés en 43 ans. Pas une seule. Quand il est parti, une partie de moi est partie avec lui. Nous avions une fille, Nathalie, notre unique enfant, notre fierté. Nous l'avions élevée avec tout l'amour dont nous étions capables. Les meilleures écoles, les vacances à la mer chaque été, les cours de piano, les robes neuves pour chaque rentrée. Pierre travaillait dur dans son entreprise de matériel médical. Moi, je m'occupais de la maison et de notre fille. C'était une autre époque. Une époque où une mère pouvait se consacrer entièrement à sa famille, sans être jugée. Nathalie avait grandi, s'était mariée avec Éric, un homme que je n'ai jamais vraiment aimé, mais que j'ai accepté parce qu'il la rendait heureuse. Ils avaient eu 2 enfants, mes petits-enfants, Lucas et Emma. Et moi, après la mort de Pierre, je me suis retrouvée seule dans notre grande maison de Chartres. Une maison trop grande, trop silencieuse, trop pleine de souvenirs. C'est Nathalie qui a eu l'idée. Elle m'a appelée un soir, quelques mois après l'enterrement. « Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette grande maison. Viens vivre avec nous à Paris. On a une chambre d'amis. Les enfants seraient tellement contents de t'avoir près d'eux. Et puis, tu pourrais nous aider un peu, tu sais, avec l'école, les devoirs, tout ça. » J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. Ma fille me tendait la main. Mes petits-enfants avaient besoin de moi. Et moi, j'avais besoin de ne plus être seule avec le fantôme de Pierre dans chaque pièce de cette maison. Mais il y avait un problème. L'appartement de Nathalie et Éric était petit, trop petit pour accueillir une personne de plus. Alors Nathalie m'a fait une proposition.
Maman, si tu vendais la maison de Chartres, on pourrait t'acheter un appartement plus grand. Quelque chose de bien dans un bon quartier, avec une vraie chambre pour toi, pas juste un canapé-lit. J'ai hésité. Cette maison, c'était 40 ans de ma vie. C'était là que Nathalie avait fait ses premiers pas. C'était là que Pierre et moi avions vieilli ensemble. Chaque mur, chaque carreau, chaque fissure dans le plafond racontait notre histoire. Mais Nathalie insistait. « Maman, ce ne sont que des murs. L'important, c'est la famille. Et la famille, maintenant, c'est nous. » Elle avait raison. Du moins, c'est ce que je croyais. Alors j'ai vendu. 180 000 €. Toute une vie résumée en un chiffre sur un relevé bancaire. J'ai donné cet argent à Nathalie. Pas prêté, donné. Parce qu'on ne prête pas à ses enfants. On donne. C'est ce que font les mères. Avec cet argent, ils ont acheté un bel appartement dans le 16e arrondissement. 4 pièces, parquet ancien, moulure au plafond, une vue sur un petit jardin intérieur et une chambre pour moi. Ma chambre, c'est ce qu'il disait. Ta chambre, maman. Les premiers mois ont été doux. J'avais une place dans cette famille. Je préparais le petit déjeuner des enfants, je les emmenais à l'école, je préparais le dîner pour tout le monde. Nathalie travaillait beaucoup, Eric aussi. Ils avaient besoin de moi. Et moi, j'avais besoin d'être utile. Lucas avait 7 ans à l'époque, Emma, 5. Il m'appelait Mamie Isa et me sautait au cou quand je venais les chercher à la sortie de l'école. Le soir, je leur lisais des histoires. Le week-end, je leur faisais des crêpes. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, je sentais que ma vie avait encore un sens. Mais les choses ont commencé à changer. Lentement. Si lentement que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est comme la marée qui monte. On ne voit pas l'eau avancer. Et soudain, on a les pieds se mouiller. La première fois que j'ai senti quelque chose, c'était environ 1 an après mon arrivée. Nathalie et Eric recevaient des amis à dîner. J'avais passé l'après-midi à cuisiner. Un bœuf bourguignon, la recette de ma mère. Quand les invités sont arrivés, Nathalie m'a prise à part dans la cuisine. « Maman, ce serait mieux si tu mangeais dans ta chambre ce soir. Tu comprends ? Ce sont des collègues d'Eric, des gens importants. Ce serait plus simple. » J'ai compris. Enfin, j'ai cru comprendre. Je ne voulais pas gêner. Alors j'ai pris une assiette et je suis montée dans ma chambre. J'ai mangé seule, assise sur mon lit, en écoutant les rires qui montaient du salon. Mon propre bœuf bourguignon, mangé seul dans une chambre qui n'était pas vraiment la mienne. Ce soir-là, j'aurais dû comprendre. Mais l'amour d'une mère est aveugle. On trouve toujours des excuses pour ses enfants. Ils sont fatigués, ils sont stressés. Ils ne voulaient pas dire ça, ils ne voulaient pas faire ça. On pardonne tout parce qu'on les a portés dans notre ventre, parce qu'on les a nourris de notre lait, parce qu'on les a aimés, avant même de connaître leur visage. Alors j'ai pardonné, j'ai oublié, et j'ai continué à donner mon temps, mon énergie, mon amour, sans jamais rien demander en retour. Parce que c'est ce que font les mères, c'est ce qu'on nous a appris. Donner, toujours donner, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont pris, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Mais ça, je ne le savais pas encore. Pas ce soir-là, assise sur mon lit avec mon assiette de bœuf bourguignon. Ce soir-là, j'étais juste une mère qui aimait sa fille et qui voulait lui faire plaisir. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Si seulement j'avais pu voir, à travers les murs de cette chambre, le monstre qui grandissait lentement dans le cœur de ma propre fille. Mais on ne voit jamais venir la trahison de ceux qu'on aime.
C'est pour ça qu'elle fait si mal. Parce qu'elle vient toujours de là où on ne l'attend pas. Du plus profond de notre cœur. Les années ont passé. 1, puis 2, puis 3. Et chaque année, je perdais un peu plus de terrain dans cette maison qui était censée être la mienne aussi. C'est étrange comme les choses changent, sans qu'on s'en aperçoive. Comme une photo qui jaunit lentement au soleil. On ne voit pas la différence d'un jour à l'autre, mais un matin on se réveille et on ne reconnaît plus rien. Ma chambre d'abord. Cette fameuse chambre pour laquelle j'avais vendu ma maison. Au début, c'était une vraie chambre, avec une armoire, une commode, un petit bureau près de la fenêtre, où je pouvais écrire mes lettres. Puis un jour, Eric a eu besoin d'espace pour ses dossiers. Juste temporairement, Isabelle. Le temps qu'on achète une nouvelle étagère pour le salon. L'armoire est partie. Elle n'est jamais revenue. Quelques mois plus tard, c'était la commode. Les enfants grandissent, ils ont besoin de rangement. Je me suis retrouvée avec mes vêtements dans des cartons sous le lit. Comme une invitée qui n'a pas fini de déballer ses valises. Mais je ne disais rien. On ne dit rien quand on a peur de déranger. On se fait petit, on se fait discret. On espère qu'en prenant moins de place, on sera toléré un peu plus longtemps. Les repas ont changé aussi. Au début, nous mangions tous ensemble, les 5 autour de la table. Je cuisinais, il mangeait, on parlait de la journée. Puis Nathalie a commencé à rentrer tard du travail. Mange sans moi, maman, je grignoterai quelque chose en rentrant. Puis Eric, j'ai un dossier urgent, je mange dans le bureau. Puis les enfants, devenus adolescents, ont réclamé le droit de manger dans leur chambre. Tout le monde fait ça, mamie. Je me suis retrouvée seule à table, à manger les plats que j'avais préparés pour 5 dans un silence de cathédrale. Le bruit de ma fourchette contre l'assiette résonnait comme un reproche. Alors j'ai arrêté. J'ai commencé à manger dans ma chambre, moi aussi. Sur le coin du lit, une assiette sur les genoux, comme une mendiante à qui on fait la charité. Et puis il y a eu les remarques, petites au début, presque gentilles. « Maman, tu as encore oublié d'éteindre la lumière de la salle de bain. Maman, tu as laissé traîner tes lunettes dans le salon. Maman, tu fais trop de bruit le matin. » Des petites piques, comme des épingles dans un coussin. Une seule ne fait pas mal, mais des centaines, des milliers, finissent par vous transformer en passoire. Eric était le pire. Il ne m'appelait jamais par mon prénom. C'était toujours « ta mère » quand il parlait à Nathalie. Ta mère a encore laissé le gaz allumé. Ta mère a oublié de fermer la porte à clé. Ta mère vieillit mal. Ces accusations, je le jure devant Dieu et Thermos, je n'ai jamais laissé le gaz allumé. Je n'ai jamais oublié de fermer la porte. Mais qui allait me croire? Une vieille femme contre un homme d'affaires en costume? Nathalie ne me défendait pas. Au début, elle haussait les épaules. « Tu sais comment il est, maman. Ne fais pas attention. » Puis elle a commencé à le croire. « Maman, fais attention quand même. Tu n'es plus toute jeune. » Et enfin, elle est devenue comme lui. « Maman, c'est la 3e fois cette semaine que tu oublies quelque chose. Peut-être qu'on devrait consulter un médecin. » Un médecin. Pourquoi? Pour vérifier que je n'étais pas folle? Que ma mémoire fonctionnait encore? J'avais 69 ans et j'étais en parfaite santé. Je faisais les mots croisés chaque matin. Je lisais 3 livres par mois. Je me souvenais du nom de chaque voisin, de chaque commerçant du quartier. Mais eux, ils avaient décidé que je perdais la tête. Et quand votre propre famille décide que vous êtes folle, vous commencez à vous poser des questions. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Peut-être que je deviens un fardeau. C'est ça,
le plus terrible dans la maltraitance silencieuse. On finit par croire ce qu'on nous dit de nous-mêmes. Les petits-enfants avaient changé eux aussi. Lucas et Emma, mes anges, ceux qui me sautaient au cou et m'appelaient « Mamie Isa », étaient devenus des adolescents silencieux, qui ne levaient plus les yeux de leur téléphone. Quand je leur parlais, ils répondaient par monosyllabes. « Oui »,« Non »,« C'est pas ». Parfois, ils ne répondaient pas du tout. Je passais devant eux dans le couloir, et c'était comme si j'étais transparente. Un fantôme dans ma propre maison. Un jour, j'ai entendu Emma parler à une amie au téléphone. Elle ne savait pas que j'étais dans le couloir. « Oui, ma grand-mère vit avec nous. C'est trop relou. Elle est toujours là, à traîner dans l'appartement. Ma mère dit qu'elle perd la boule. Vivement qu'elle parte en maison de retraite. Vivement qu'elle parte. Ma propre petite fille, celle à qui j'avais appris à faire du vélo, celle que j'avais bercée pendant des heures quand elle avait des cauchemars, souhaitait que je disparaisse. Cette nuit-là, j'ai pleuré, pas devant eux, jamais devant eux. Dans ma chambre, le visage enfoui dans l'oreiller pour étouffer mes sanglots. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon oreiller soit trempé, jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Et puis un soir, tout a basculé. C'était un jeudi de novembre. Il faisait froid dehors, ce froid humide de Paris qui vous entre dans les os. J'étais dans la cuisine en train de préparer une soupe aux poireaux, la préférée de Nathalie quand elle était petite. Je pensais lui faire plaisir. Je pensais toujours à lui faire plaisir. Nathalie est rentrée du travail vers 20h. Eric était déjà là, dans le salon, devant la télévision. Les enfants étaient dans leur chambre. J'ai entendu Nathalie poser ses affaires dans l'entrée. Puis elle est venue dans la cuisine. Son visage était fermé, ses lèvres pincées. Elle avait ce regard qu'elle avait quand elle était petite et qu'elle s'apprêtait à faire une bêtise. « Maman, il faut qu'on parle !» J'ai posé ma cuillère. Mon cœur s'est serré. Ces mots « il faut qu'on parle » ne sont jamais suivis de bonnes nouvelles. « Je t'écoute, ma chérie. » Elle s'est assise à la table de la cuisine. Elle ne me regardait pas. Elle regardait ses mains, ses ongles parfaitement manucurés. « Maman, Eric et moi, on a réfléchi. On a besoin de ta chambre. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « Ma chambre? Mais pourquoi? » Eric a besoin d'un bureau. Il travaille de plus en plus à la maison. Et ta chambre? C'est la seule pièce qui peut convenir. « Mais où vais-je dormir? » Elle a enfin levé les yeux vers moi. Et ce que j'ai vu dans son regard m'a glacé le sang. Pas de l'amour, pas de la tendresse, de l'impatience, de l'agacement. Comme si j'étais un problème à résoudre. « Maman, tu vieillis, tu oublies des choses, tu laisses le gaz allumé. Ce n'est plus sûr pour toi de vivre seule, enfin de vivre ici. Ce serait mieux pour toi dans une maison de retraite, un endroit où des professionnels peuvent s'occuper de toi. » Une maison de retraite. Elle voulait m'envoyer dans une maison de retraite. Moi qui avais vendu ma maison pour elle. Moi qui avais donné toutes mes économies pour cet appartement. Moi qui avais passé 8 ans à cuisiner, nettoyer, m'occuper de ses enfants sans jamais demander un centime. Nathalie, j'ai donné tout mon argent pour cet appartement. 180 000 €. Tout ce que j'avais. Elle a haussé les épaules. Ce geste, ce simple haussement d'épaules, restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. C'était un cadeau, maman. Un cadeau, ça ne se reprend pas. Un cadeau. 40 ans de ma vie avec Pierre. Notre maison, nos souvenirs. Tout cela réduit à un cadeau qu'on jette quand il ne sert plus. Eric est apparu à la porte de la cuisine. Il ne me regardait même pas.
Il fixait son téléphone, faisant défiler l'écran avec son pouce. « Alors, c'est réglé ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. « Presque », a répondu Nathalie. Je les ai regardés, ces deux êtres qui avaient décidé de mon sort, comme on décide de jeter un vieux meuble. Et j'ai compris. J'ai enfin compris ce que j'aurais dû comprendre depuis des années. Je n'étais pas leur famille, j'étais leur domestique. Une domestique qu'on ne payait pas et qu'on pouvait mettre dehors quand elle n'était plus utile. « Tu as une semaine pour trouver une solution », a dit Nathalie en se levant. « Après, on aura besoin de la chambre. » Elle est sortie de la cuisine. Éric l'a suivie. Et moi, je suis restée là, debout devant ma soupe aux poireaux qui refroidissait, à essayer de comprendre comment ma propre fille, la chair de ma chair, avait pu devenir cette étrangère cruelle. Cette semaine qu'elle m'avait donnée, je l'ai passée dans un brouillard. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Je restais assise sur mon lit, dans cette chambre qui n'était déjà plus la mienne, à regarder le mur en essayant de comprendre où j'avais échoué. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Ces questions tournaient dans ma tête comme un manège fou qui ne s'arrête jamais. J'ai appelé quelques amis, enfin celles qui me restaient, parce que là aussi, les choses avaient changé au fil des années. Mes amies de Chartres, celles avec qui j'avais partagé 40 ans de ma vie, je les avais perdues peu à peu. Au début, je les appelais régulièrement. On se racontait nos vies, on riait, on se promettait de se voir bientôt. Puis les appels se sont espacés, une fois par semaine, puis une fois par mois, puis plus du tout. La distance fait son travail. On s'éloigne sans s'en rendre compte. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que j'ai découvert bien plus tard. Nathalie répondait parfois à mon téléphone quand j'étais occupée. Et elle disait à mes amis que je n'allais pas bien, que j'avais des troubles de mémoire, que je ne reconnaissais plus les gens, que c'était mieux de ne pas m'appeler pour ne pas me perturber. Elle leur mentait. Ma propre fille racontait à mes amis que je perdais la tête pour les éloigner de moi, pour m'isoler, pour me rendre dépendante d'elle et d'elle seule. Quand j'ai essayé de rappeler Monique, ma meilleure amie depuis le lycéen, elle a semblé gênée. « Isabelle, ta fille m'a dit que tu avais des moments difficiles. Je ne voulais pas te fatiguer. » J'ai essayé de lui expliquer que c'était faux, que j'allais très bien, mais j'ai senti le doute dans sa voix. Elle ne me croyait pas. Elle croyait Nathalie. Parce que pourquoi une fille mentirait-elle sur la santé de sa propre mère? J'étais seule, complètement seule, et maintenant je devais partir. J'ai commencé à chercher des solutions. J'ai appelé des maisons de retraite. Les prix m'ont fait tomber de ma chaise. 2 000 € par mois pour les moins chers. 3 000, 4 000 pour celles qui avaient bonne réputation. Et moi, qu'est-ce que j'avais? Ma pension de réversion, 800 € par mois. C'était tout. Tout ce qui me restait après avoir donné mes économies à ma fille. J'ai pensé à demander de l'aide à Nathalie. Après tout, elle avait mon argent. Elle pouvait bien me payer une chambre quelque part. Mais quand j'ai abordé le sujet, elle m'a regardée comme si j'avais dit une obscénité. « Maman, on n'a pas les moyens. Tu sais bien qu'on a des crédits. L'appartement, la voiture, les études des enfants. On ne peut pas t'entretenir en plus. » M'entretenir, comme si j'étais un animal de compagnie qui coûte trop cher. La semaine est passée, puis 2 semaines. Nathalie ne disait plus rien, mais je sentais son impatience grandir. Chaque soir, quand elle rentrait du travail, elle regardait vers ma chambre avec ce regard. Ce regard qui disait « Tu es encore là, toi ?» Et puis est arrivé ce soir de décembre. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Il faisait un froid terrible dehors. Le genre de froid qui vous brûle les poumons quand vous respirez. J'étais dans ma chambre, assise sur le lit, en train de trier de vieilles photos. Des photos de Pierre, de Nathalie enfant, de nous trois à la plage, à la montagne, devant notre maison de Chartres. Je pleurais en silence en regardant ces images d'un bonheur perdu. La porte s'est ouverte sans que personne frappe. Nathalie était là, debout dans l'encadrement. Derrière elle, Éric. Il tenait des sacs poubelles noirs. Ces grands sacs qu'on utilise pour jeter les ordures. « Maman, c'est fini. Tu dois partir. Maintenant. » J'ai regardé l'heure. Il était 21h. Dehors, il faisait -5 degrés. Maintenant? Mais il est tard. Il fait froid. Où veux-tu que j'aille? Ce n'est pas mon problème. Tu as eu 3 semaines pour trouver une solution. Tu n'as rien fait. Maintenant, tu pars. Éric s'est avancé. Il a jeté les sacs poubelles sur mon lit. Mets tes affaires là-dedans. Tu as 1 heure. 1 heure. 60 minutes pour emballer 71 ans de vie. Dans des sacs poubelles. Comme des déchets qu'on jette. J'ai voulu protester. J'ai voulu crier, pleurer, supplier. Mais les mots ne sortaient à moi pas. J'étais paralysée. Comme dans ces cauchemars où on veut courir mais où les jambes refusent de bouger. Nathalie s'est approchée de moi. Elle s'est penchée, son visage à quelques centimètres du mien. Et elle a dit ces mots que je n'oublierai jamais. « Tu as 1 heure, maman. Après, je change les serrures. » Puis elle est sortie. Éric l'a suivie. Et je suis restée là, assise sur mon lit, entourée de sacs poubelles noirs, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. C'est drôle comme le cerveau réagit dans les moments de choc. Au lieu de paniquer, je me suis mise à ranger, méthodiquement, calmement, comme si c'était normal, comme si je faisais ça tous les jours. J'ai pris mes vêtements dans les cartons, sous le lit, et je les ai mis dans les sacs. J'ai pris mes photos, mes lettres, les quelques bijoux qui me restaient. J'ai pris le châle que Pierre m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. J'ai pris la petite boîte en bois où je gardais nos alliances, la sienne et la mienne. En 1 heure, j'avais résumé toute ma vie dans 4 sacs poubelles noires. 4 sacs. C'est tout ce qui restait d'Isabelle Morin, 71 ans, veuve, mère, grand-mère. 4 sacs qu'on aurait pu confondre avec des ordures sur le trottoir. Quand je suis sortie de ma chambre, Nathalie et Éric étaient dans le salon. Ils regardaient la télévision. Ils ne se sont même pas levés. Les enfants n'étaient pas là. Ou peut-être étaient-ils dans leur chambre, les écouteurs sur les oreilles, indifférents au drame qui se jouait à quelques mètres d'eux. J'ai traversé le salon avec mes sacs. Nathalie n'a pas bougé. Elle a juste dit, sans quitter l'écran des yeux, « Laisse tes clés sur la table de l'entrée. » Mes clés. Les clés de cet appartement que j'avais payé. Les clés de cette maison où j'avais vécu 8 ans. Je les ai posées sur la table. Le bruit du métal contre le bois a résonné comme un glas. J'ai ouvert la porte. Le froid m'a frappé au visage comme une gifle. J'ai fait un pas dans le couloir. Puis je me suis retournée une dernière fois. Nathalie. Elle a enfin tourné la tête vers moi. Je t'ai tout donné. Tout. Et voilà comment tu me remercies. Elle n'a rien répondu. Elle a juste haussé les épaules. Ce même haussement d'épaules qu'elle avait eu quand je lui avais rappelé l'argent. Et elle s'est retournée vers la télévision. La porte s'est refermée derrière moi. J'ai entendu le verrou tourner. Et je me suis retrouvée seule dans ce couloir d'immeuble, à 21 heures, par -5 degrés, avec 4 sacs poubelles pour tout bagage. Je suis descendue par l'escalier. L'ascenseur me semblait trop petit, trop étouffant.
J'avais besoin de bouger, de sentir mes jambes me porter, de me prouver que j'étais encore vivante. À chaque marche, je sentais le poids des sacs tirés sur mes épaules. À chaque étage, je devais m'arrêter pour reprendre mon souffle. Quand je suis sortie de l'immeuble, le froid m'a saisie tout entière. Je n'avais pas de manteau d'hiver, juste une veste légère. Mon manteau, mon beau manteau en laine que Pierre m'avait offert, était resté dans le placard de l'entrée. Je n'avais pas osé le prendre, comme si je n'en avais plus le droit. J'ai marché jusqu'à ma voiture, ma vieille Renault Clio, garée un peu plus loin dans la rue. La seule chose qui m'appartenait encore. Je l'avais achetée il y a 15 ans avec Pierre. Elle avait des problèmes de démarrage et le chauffage fonctionnait mal, mais elle était à moi. J'ai mis mes sacs dans le coffre. Je me suis assise derrière le volant. Et là, enfin j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Des sanglots qui venaient du plus profond de mon être. Des larmes qui brûlaient mes joues gelées. Je pleurais sur ma vie gâchée, sur mon amour trahi, sur cette fille que j'avais mise au monde et qui venait de me jeter comme un déchet. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, dans cette voiture froide, à pleurer. 1 heure peut-être, peut-être plus. Quand j'ai enfin relevé la tête, les fenêtres étaient couvertes de buée. Et moi, j'étais vide, complètement vide. J'ai démarré la voiture. Le moteur a toussé, hésité, puis s'est mis en marche. J'ai allumé le chauffage. Un filet d'air tiède est sorti des bouches d'aération. C'était mieux que rien. J'ai conduit sans savoir où aller. Les rues de Paris défilaient derrière les vitres. Les lumières, les gens qui marchaient sur les trottoirs, les restaurants bondés, les couples qui riaient. La vie continuait pour tout le monde, sauf pour moi. J'ai fini par m'arrêter sur le parking d'un supermarché en banlieue. Un grand parking vide à cette heure. J'ai coupé le moteur, mais j'ai laissé le chauffage. Je savais que la batterie ne tiendrait pas longtemps, mais je ne pouvais pas dormir dans le froid. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture, à 71 ans, recroquevillée sur le siège arrière, couverte de vêtements tirés des sacs poubelles. Je grelottais, je pleurais, je priais Pierre de venir me chercher. Je priais Dieu de me prendre dans mon sommeil. Je ne voulais plus vivre, je ne voyais plus pourquoi continuer. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez plus que tout? Racontez-moi dans les commentaires. Je vous lirai, je vous le promets. Quand le jour s'est levé, j'étais encore vivante. Le froid ne m'avait pas tuée, la tristesse non plus. J'ai ouvert les yeux sur ce parking gris, sur ces voitures qui commençaient à arriver, sur ces gens qui allaient faire leurs courses comme si de rien n'était. Et j'ai compris que la vie ne me ferait pas le cadeau de me prendre dans mon sommeil. Si je voulais mourir, il faudrait que je le fasse moi-même. Et si je voulais vivre, il faudrait que je me batte. Ce matin-là, assise dans ma voiture froide, j'ai fait un choix. Je ne savais pas encore comment, je ne savais pas encore pourquoi, mais j'ai décidé de me battre. Pour Pierre, pour notre mémoire. Pour prouver à Nathalie qu'elle avait tort. Pour me prouver à moi-même que je valais quelque chose. Mais d'abord, j'avais besoin d'aide. Et je ne connaissais qu'une seule personne qui pouvait m'aider. J'ai fouillé dans mes sacs pendant 1 heure avant de la trouver. Une vieille carte de visite, jaunie par le temps, cornée aux angles. Maître Henri Blanchard, notaire, le meilleur ami de Pierre, celui qui avait été témoin à notre mariage, il y a presque 50 ans, celui qui avait pleuré à l'enterrement de mon mari, comme s'il avait perdu un frère. Je ne l'avais pas appelé depuis 10 ans. Après la mort de Pierre, j'avais coupé les ponts avec tout le monde. Trop de douleurs, trop de souvenirs.
Chaque visage ami me rappelait ce que j'avais perdu. Alors je m'étais enfermée dans ma bulle, puis dans l'appartement de Nathalie, puis dans cette chambre qui rétrécissait d'année en année. Et Henri Blanchard était devenu un nom sur une carte de visite, au fond d'une boîte. Mes doigts tremblaient en composant le numéro. Il était 8 heures du matin. Peut-être trop tôt. Peut-être qu'il ne se souviendrait pas de moi. Peut-être qu'il était mort lui aussi, comme tant d'autres de notre génération. La sonnerie a retenti 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'allais raccrocher quand une voix a répondu. « Étude de Maître Blanchard, bonjour. » Une secrétaire. Bien sûr, les notaires ont des secrétaires. « Bonjour, je voudrais parler à Maître Blanchard. C'est personnel. Dites-lui que c'est Isabelle Morin, la veuve de Pierre. » Un silence. Puis la voix, plus douce. « Ne quittez pas, madame. » Une musique d'attente. 30 secondes qui m'ont paru une éternité. Et puis une voix d'homme, grave, chaleureuse, que j'aurais reconnue entre mille. « Isabelle ? Mon Dieu, Isabelle, c'est vraiment toi ?» Les larmes ont jailli. Je n'ai pas pu les retenir. « Henri, oui, c'est moi. J'ai besoin d'aide. » Il n'a pas posé de questions. Pas au téléphone. Il m'a juste donné une adresse et m'a dit de venir immédiatement. Son étude était dans le 8e arrondissement, rue de Monceau, à 21 minutes de là où j'étais. J'ai conduit dans un état second. Les rues de Paris étaient encombrées, les klaxons résonnaient, les gens se pressaient sur les trottoirs. Et moi, je conduisais ma vieille Clio avec mes sacs poubelles dans le coffre, les yeux gonflés, les cheveux en bataille, vêtue des mêmes vêtements que la veille. Quand je suis arrivée devant l'étude, j'ai hésité. L'immeuble était magnifique, une de ces bâtisses haussmanniennes, avec des balcons en fer forgé et des portes cochères. Je me suis regardée dans le rétroviseur. J'avais l'air d'une clocharde. Qu'est-ce qu'Henri allait penser de moi? Mais je n'avais pas le choix. Je suis sortie de la voiture, j'ai lissé mes vêtements du mieux que j'ai pu, et j'ai poussé la porte de l'immeuble. Henri m'attendait en haut de l'escalier. Il avait vieilli, bien sûr. Ses cheveux étaient tout blancs maintenant, son visage plus ridé. Mais ses yeux étaient les mêmes. Ses yeux bleus, vifs, intelligents, qui avaient fait de lui un si bon notaire et un si bon ami. Quand il m'a vue, son visage s'est décomposé. « Mon Dieu, Isabelle, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je n'ai pas pu répondre. Les sanglots m'ont submergée. Et Henri, sans un mot, m'a prise dans ses bras. Il m'a tenue comme ça, sur le palier de son étude, pendant de longues minutes. Il me laissait pleurer. Il ne disait rien. Il était juste là. Quand j'ai enfin réussi à me calmer, il m'a fait entrer dans son bureau. Un bureau magnifique, avec des bibliothèques en chêne, un bureau ancien, des fauteuils en cuir. Il m'a fait asseoir, m'a servi un café et m'a dit « Raconte-moi tout ». Alors j'ai raconté la mort de Pierre, la vente de la maison, l'argent donné à Nathalie, les 8 ans de servitude silencieuse, les humiliations, les mensonges. Et finalement, cette nuit terrible où ma propre fille m'avait jetée dehors avec des sacs poubelles. Henri m'écoutait sans m'interrompre. Son visage était de plus en plus sombre au fur et à mesure que je parlais. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Puis, il a dit quelque chose qui a changé ma vie. « Isabelle, est-ce que tu sais ce que Pierre t'a laissé quand il est mort ?» J'ai froncé les sourcils. La maison, nos économies, c'est tout. Henri a secoué la tête. Non, ce n'est pas tout. Il s'est levé, est allé vers un classeur métallique et en a sorti un dossier épais. Il l'a posé sur le bureau devant moi.
Tu te souviens de la petite entreprise que Pierre avait créée avec son frère dans les années 80? Matériel médical, des équipements pour les hôpitaux. Je me souvenais vaguement. Pierre en parlait parfois, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressée aux affaires. C'était son domaine, pas le mien. L'entreprise a été rachetée par un grand groupe il y a 20 ans. Mais Pierre avait gardé des actions. Beaucoup d'actions. À sa mort, ces actions t'appartenaient. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Des actions? Mais je n'en ai jamais entendu parler. Personne ne m'a rien dit. Henri a poussé le dossier vers moi. Parce que quelqu'un d'autre s'en est occupé. Quelques mois après la mort de Pierre, une femme est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle était ta fille et qu'elle avait procuration pour gérer tes affaires. Elle m'a montré des documents signés de ta main. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je n'ai jamais signé de procuration. Je sais, Isabelle. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je n'avais aucune raison de douter. Les documents semblaient authentiques. Et ta fille était très convaincante. Il a ouvert le dossier et m'a montré les papiers. Ma signature était là, au bas de chaque document. Mais ce n'était pas ma signature. C'était une imitation. Une bonne imitation, mais pas la mienne. L'inclinaison était légèrement différente. Le « i » de Isabelle n'avait pas la même boucle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ai-je murmuré, même si je connaissais déjà la réponse. Elle a vendu les actions. Il y a 3 ans. Toutes les actions. Combien? Henri m'a regardé droit dans les yeux. 890 000 €. Le chiffre est resté suspendu dans l'air entre nous. 890 000 €. Presque 1 million. Volé par ma propre fille. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine était serrée comme dans un étau. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Puis, lentement, une autre émotion a remplacé le choc. La colère. Une colère froide, profonde, comme je n'en avais jamais ressenti. C'est une fraude, a dit Henri doucement. Une fraude caractérisée. Faux et usage de faux. Abus de confiance. Escroquerie. Ta fille m'a commis des crimes graves, Isabelle. Des crimes passibles de prison. J'ai regardé les documents étalés devant moi. Les preuves de la trahison de ma fille. Noir sur blanc. Indiscutable. Qu'est-ce que je peux faire? Henri s'est penché vers moi. Tu as 2 options. La première, tu portes plainte. La police enquête. Ta fille est poursuivie, probablement condamnée. Elle ira peut-être en prison. Et la deuxième? La deuxième est plus compliquée, mais peut-être plus satisfaisante. Tu gardes ces informations pour toi. Tu rassembles d'autres preuves. Et quand tu es prête, tu frappes, fort, là où ça fait mal. J'ai réfléchi. Porter plainte immédiatement aurait été la solution facile. Mais quelque chose en moi voulait plus. Je voulais comprendre. Je voulais savoir jusqu'où allait la trahison. Et surtout, je voulais que Nathalie sache ce que ça fait d'être trahi par quelqu'un qu'on aime. Il y a autre chose, a ajouté Henri. Quelque chose que tu dois savoir. Il a sorti un autre document du dossier. Il y a 2 mois, ta fille a entamé une procédure pour te faire placer sous tutelle. Elle prétend que tu souffres de démence sénile, que tu es incapable de gérer tes affaires. Si elle réussit, elle aura le contrôle total sur tout ce qui te reste. Ta pension, tes droits, ta liberté. J'ai senti le sang quitter mon visage. Une tutelle? L'audience est dans 3 semaines. Si tu ne fais rien, si tu ne te défends pas, le juge pourrait lui donner raison. Et alors, tu seras légalement considéré comme incapable. Ta fille pourra décider de tout pour toi, y compris de t'envoyer dans une maison de retraite et de garder ta pension pour elle. 3 semaines. J'avais 3 semaines pour me battre contre ma propre fille.
3 semaines pour prouver que je n'étais pas folle. 3 semaines pour sauver ce qui restait de ma vie. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais ma voix était ferme. Je vais me battre, Henri. Je te jure devant Dieu et devant la mémoire de Pierre que je vais me battre. Henri a souri. Pour la première fois depuis le début de notre conversation, il a souri. Je savais que tu dirais ça. Pierre disait toujours que tu étais la femme la plus forte qu'il connaissait. Il avait raison. Il s'est levé lui aussi et m'a tendu la main. Je connais une avocate, maître Sophie Renard. Elle est jeune, mais elle est brillante et elle déteste les gens qui maltraitent les personnes âgées. Je vais l'appeler, elle va t'aider. J'ai serré sa main. Merci Henri, merci pour tout. Ne me remercie pas encore. Le combat ne fait que commencer. En sortant de son bureau ce jour-là, j'étais une femme différente. La veille, j'étais une vieille dame brisée qui dormait dans sa voiture. Ce matin-là, j'étais une femme en guerre. Et j'allais gagner cette guerre. Coûte que coûte, maître Sophie Renard m'a reçue le lendemain dans son cabinet du 10e arrondissement. Un petit bureau au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Pas de secrétaire, pas de bibliothèque en chêne, pas de fauteuil en cuir. Juste des dossiers empilés partout, un ordinateur qui semblait avoir vécu plusieurs guerres et une jeune femme d'une 30aine d'années aux cheveux courts et aux yeux perçants. Elle m'a fait asseoir sur une chaise en plastique et m'a regardé longuement avant de parler. Henri m'a raconté votre histoire. Je vais être honnête avec vous, Madame Morin. Ce que votre fille vous a fait est monstrueux. Mais prouver une fraude familiale n'est jamais simple. Les juges sont réticents à condamner des enfants contre leurs parents. Ils cherchent toujours des circonstances atténuantes. J'ai senti mon cœur se serrer. Vous pensez que je ne peux pas gagner? Elle a souri. Un sourire dur, combatif. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce ne serait pas simple. Mais j'aime les combats difficiles et je déteste les gens qui profitent des personnes vulnérables. Elle s'est penchée vers moi. Avant de commencer, je dois vous poser une question et je veux une réponse honnête. Je vous écoute. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? Même si ça signifie envoyer votre fille en prison, même si ça signifie ne plus jamais revoir vos petits-enfants, même si ça signifie que toute votre famille vous haïra pour le reste de vos jours? J'ai pensé à Nathalie, à cette petite fille que j'avais bercée, nourrie, aimée, à cette adolescente à qui j'avais appris à conduire, à cette jeune femme que j'avais accompagnée jusqu'à l'hôtel le jour de son mariage. Et puis j'ai pensé au sac poubelle, au froid de cette nuit dans la voiture, à ces 8 années d'humiliation silencieuse, à ces 890 000 € volés. Oui, ai-je dit, je suis prête. Sophie a hoché la tête. Bien, alors commençons. Les jours qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. Sophie travaillait comme une forcenée. Elle épluchait les documents, passait des coups de téléphone, rencontrait des experts. Et moi, je faisais ce qu'elle me demandait. D'abord, les examens médicaux. 3 psychiatres différents, choisis au hasard, pour éviter toute accusation de complaisance. Des heures de tests, de questions, d'évaluations. Est-ce que je savais quel jour on était? Est-ce que je pouvais compter à rebours de 100 en soustrayant 7? Est-ce que je me souvenais de ce que j'avais mangé la veille? Des questions absurdes pour quelqu'un qui avait toute sa tête, mais nécessaires pour prouver que je n'étais pas folle. Les 103 psychiatres ont rendu le même verdict. Madame Isabelle Morin, 71 ans, ne présente aucun signe de démence, de confusion ou d'altération cognitive.
Ses capacités intellectuelles sont excellentes pour son âge. Elle est parfaitement capable de gérer ses affaires et de prendre ses propres décisions. 3 rapports, 3 preuves irréfutables que ma fille avait menti. Ensuite, Sophie a engagé un expert graphologue, un homme discret, méticuleux, qui a passé 2 jours à analyser ma signature sur les documents de procuration et à la comparer avec ma vraie signature sur des documents anciens. Son rapport était accablant. Les signatures sur les documents de procuration sont des faux. L'inclinaison, la pression du stylo, la forme des lettres présentent des différences significatives avec la signature authentique de Madame Morin. Il s'agit d'une imitation habile mais identifiable. Une preuve de plus. Le filet se resserrait. Pendant ce temps, je vivais dans un petit hôtel, près de la gare du Nord. Une chambre minuscule avec un lit qui grinçait et une douche qui crachait de l'eau tiède. Mais c'était mieux que ma voiture. Sophie avait insisté pour que je garde mes reçus. Tout ce que vous dépensez maintenant, votre fille devra vous le rembourser, avait-elle dit. Un soir, alors que j'étais seule dans cette chambre d'hôtel, j'ai craqué. La fatigue, le stress, la solitude, tout m'est tombé dessus d'un coup. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé le petit flacon de somnifère que le médecin m'avait prescrit pour dormir. 10 comprimés, assez pour ne plus jamais se réveiller. J'ai pris le flacon dans ma main. Il était léger, si léger pour quelque chose qui pouvait mettre fin à tout. Plus de douleur, plus de trahison, plus de combat, juste le silence, le repos éternel. J'ai ouvert le flacon. Les comprimés blancs brillaient dans la lumière de la lampe de chevet. Un par un, je les ai fait tomber dans ma paume. 10 petites pilules, 10 petits points blancs qui pouvaient effacer 71 ans de vie. Et puis j'ai vu la photo de Pierre, que je gardais toujours sur ma table de nuit. Il souriait, ce sourire qui m'avait fait tomber amoureuse de lui, à 18 ans, et j'ai entendu sa voix dans ma tête, aussi clairement que s'il avait été là, à côté de moi. « Isabelle, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi, ça. Tu es une battante. Tu as toujours été une battante. Ne les laisse pas gagner. Pas comme ça. » J'ai refermé le flacon. J'ai remis les comprimés à l'intérieur. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré de honte d'avoir pensé à abandonner. J'ai pleuré de gratitude envers Pierre, qui me guidait encore depuis l'au-delà. J'ai pleuré de rage contre Nathalie qui m'avait poussé si loin. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie. Je suis prête à me battre, plus que jamais. L'audience pour la tutelle approchait. Sophie avait préparé notre défense méticuleusement. Mais elle voulait plus. Elle voulait non seulement bloquer la demande de tutelle, mais aussi lancer une contre-attaque. Nous n'allons pas nous contenter de nous défendre, m'a-t-elle dit. Nous allons attaquer. Votre fille a commis des crimes, faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie. Nous allons déposer une plainte et une demande de dommages et intérêts. Nous allons récupérer tout ce qu'elle vous a volé, et plus encore. Combien? Sophie a fait ses calculs. Les actions valaient 890 000 € au moment de la vente. Avec les intérêts légaux et le préjudice moral, nous pouvons demander plus d'1 200 000 €. 1 200 000 €. Une fortune. De quoi vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours. De quoi effacer toutes ces années de privation et d'humiliation. Et la prison. C'est possible. Pour des sommes pareilles, avec préméditation et abus de faiblesse sur personnes vulnérables, votre fille risque jusqu'à 7 ans de prison ferme. Son mari aussi, s'il était complice. J'ai fermé les yeux. Ma fille en prison. Cette idée me donnait la nausée. Mais en même temps, une partie de moi,
une partie que je ne connaissais pas avant cette épreuve, voulait qu'elle paie, qu'elle comprenne ce que ça fait d'être trahie, qu'elle sache que les actes ont des conséquences. Faites-le, ai-je dit. Déposez la plainte. 2 jours avant l'audience, Sophie m'a appelée avec une nouvelle inattendue. J'ai fait quelques recherches sur votre gendre, Éric Duval. J'ai trouvé des choses intéressantes. Quel genre de choses? Il a des dettes, beaucoup de dettes. Il a investi dans des crypto-monnaies il y a quelques années. Il a tout perdu. Près de 400 000 €. Mon sang s'est glacé. 400 000 €? Mais comment? C'est là que ça devient intéressant. Les dates correspondent. Il a perdu cet argent peu après que votre fille a vendu vos actions. L'argent qu'elle vous a volé, il l'a englouti dans ses investissements foireux. Tout s'éclairait. Nathalie n'avait pas volé l'argent pour elle-même. Elle l'avait volé pour son mari, pour couvrir ses pertes, pour sauver leur couple, leur maison, leur apparence de famille parfaite. Il y a autre chose, a ajouté Sophie. Ils sont endettés jusqu'au cou. 400 000 € de dettes auprès de diverses banques et créanciers. Leur appartement est hypothéqué. S'ils ne remboursent pas dans les prochains mois, ils vont tout perdre. J'ai compris alors pourquoi Nathalie voulait me faire placer sous tutelle. Ce n'était pas seulement pour se débarrasser de moi. C'était pour accéder à ma pension, à mes droits, à tout ce qui me restait. Elle voulait me saigner jusqu'à la dernière goutte pour sauver son couple minable. Sophie, est-ce qu'on peut utiliser ces informations? Absolument. Ça prouve le mobile. Ça montre que votre fille n'a pas agi par amour ou par inquiétude pour vous. Elle a agi par cupidité, pour sauver son propre train de vie. La veille de l'audience, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans mon lit d'hôtel, les yeux ouverts dans le noir, à repasser le film de ma vie. Les bons moments avec Pierre, la naissance de Nathalie, les années de bonheur simple dans notre maison de Chartres. Et puis la chute, la mort de Pierre, l'emménagement chez Nathalie, la lente descente aux enfers. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma petite fille, celle que j'avais portée 9 mois dans mon ventre, celle que j'avais allaitée pendant 1 an, celle à qui j'avais tout donné, comment était-elle devenue ce monstre froid et calculateur? Je n'avais pas de réponse. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être que certaines personnes naissent avec un vide à l'intérieur, un vide qu'elles essaient de remplir avec l'argent, le pouvoir, les possessions. Et tant pis pour ceux qui se trouvent sur leur chemin. Le matin de l'audience, Sophie est venue me chercher à l'hôtel. Elle portait un tailleur noir impeccable et avait l'air d'une guerrière prête au combat. Moi, j'avais mis ma plus belle robe, celle que je gardais pour les grandes occasions. Une robe bleu marine que Pierre aimait tant. Je vous laisse d'être digne. Je voulais que ma fille voie ce qu'elle avait essayé de détruire. Le tribunal était un bâtiment imposant, froid, impersonnel. Des couloirs interminables, des portes numérotées, des gens qui attendaient sur des bancs, avec des visages anxieux. Sophie me guidait, une main rassurante sur mon bras. Et puis je les ai vus. Nathalie et Éric. Ils étaient assis sur un banc, à quelques mètres de la salle d'audience. Nathalie portait un ensemble gris perle, très élégant, très cher. Éric était en costume sombre, l'air nerveux, les yeux fuyants. Quand Nathalie m'a vue, son visage s'est figé. Elle ne s'attendait pas à me voir là. Elle pensait probablement que j'étais encore dans ma voiture, quelque part, à mourir de froid et de chagrin. Elle ne s'attendait certainement pas à me voir accompagnée d'une avocate, droite, digne, prête à me battre. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas détourné les yeux. Et pour la première fois depuis des années,
C'est elle qui a baissé les yeux la première. Sophie s'est penchée vers moi. C'est elle? Oui. Elle a l'air inquiète. Elle devrait l'être. L'huissier a appelé notre affaire. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Le juge était une femme d'une 50aine d'années, au visage sévère mais juste. Elle s'appelait Madame Fournier. L'avocat de Nathalie a parlé en premier. Un homme onctueux, aux cheveux gominés, qui suintait l'arrogance. Il a décrit une mère âgée, confuse, incapable de prendre soin d'elle-même. Il a parlé de gaz laissé allumé, de portes oubliées ouvertes, de mémoire défaillante. Il a présenté Nathalie comme une fille dévouée, inquiète pour la santé de sa mère, qui ne demandait la tutelle que par amour. J'ai serré les poings sous la table. Des mensonges. Tout n'était que mensonges. Puis Sophie s'est levée, et le combat a vraiment commencé. Je me demande ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous pardonné? Auriez-vous fui? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait ce jour-là, dans cette salle d'audience? Dites-le-moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. Sophie s'est levée lentement, comme si elle avait tout son temps. Elle a regardé le juge, puis Nathalie. Puis elle a commencé à parler d'une voix calme, mais tranchante comme une lame. « Madame la juge, mon confrère vient de vous décrire une mère âgée et confuse. Une femme qui aurait besoin d'être protégée d'elle-même. Permettez-moi de vous présenter la réalité, une réalité bien différente et bien plus sombre. Elle a ouvert son dossier et en a sorti les 3 rapports psychiatriques. Voici les conclusions de 3 psychiatres indépendants, choisis au hasard, qui ont examiné Madame Morin la semaine dernière. Tous 3 arrivent à la même conclusion. Madame Morin est en parfaite santé mentale. Aucun signe de démence, aucun trouble cognitif, aucune confusion. Elle est aussi lucide que vous et moi. L'avocat de Nathalie a voulu intervenir, mais le juge l'a fait taire d'un geste. Sophie a continué. Alors, pourquoi sa fille demande-t-elle une tutelle? Par amour maternel? Par inquiétude sincère? Non, madame la juge, par cupidité, par avidité, pour voler ce qui reste à sa propre mère après lui avoir déjà tout pris. Elle a sorti d'autres documents. Le rapport du graphologue, les relevés bancaires, les preuves de la vente des actions. Il y a 10 ans, Madame Morin a vendu sa maison pour aider sa fille à acheter un appartement. 180 000 €, toutes ces économies données par amour. Mais ce n'était pas suffisant pour Madame Duval. 3 ans plus tard, elle a découvert que sa mère possédait des actions dans une entreprise familiale. Des actions d'une valeur de 890 000 €. Alors elle a fait quelque chose d'impardonnable. Sophie a posé les documents de procuration devant le juge. Elle a imité la signature de sa mère. Elle a créé de faux documents de procuration. Et elle a vendu ses actions sans le consentement de Madame Morin. Sans même l'informer de leur existence. 890 000 €, volatilisés, volés par sa propre fille. J'ai regardé Nathalie. Son visage était devenu blanc comme un linge. Éric, à côté d'elle, semblait sur le point de vomir. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que je ne savais rien, que je n'avais aucune preuve, que j'étais juste une vieille femme sans ressources, qu'il pouvait écraser comme un insecte. Sophie n'avait pas fini. « Mais où est passé cet argent, madame la juge? Nous avons enquêté, et nous avons découvert que monsieur Éric Duval, le gendre de ma cliente, a investi et perdu près de 400 000 € dans des crypto-monnaies. Les dates correspondent exactement. L'argent volé à Madame Morin a servi à couvrir les pertes de son gendre. Elle a marqué une pause pour laisser l'information faire son chemin. Et maintenant, Madame la juge, ce couple se retrouve avec 400 000 € de dettes.
Leur appartement est hypothéqué. Ils sont au bord de la faillite. Alors ils ont eu une idée. Faire placer Madame Morin sous tutelle pour accéder à sa pension, à ses droits, à tout ce qui lui reste. La saigner jusqu'à la dernière goutte pour sauver leur propre peau. L'avocat de Nathalie s'est levé d'un bond. « Objection! Ce sont des accusations sans fondement. Ma cliente aimait sa mère et voulait simplement la protéger. » « La protéger ?» Sophie a presque ri. La protéger en la jetant dehors par une nuit de décembre, par -5 degrés, avec ses affaires dans des sacs poubelles? La protéger en lui donnant 1 heure pour faire ses valises avant de changer les serrures? La protéger en la forçant à dormir dans sa voiture comme une sans-abri? Le silence est tombé sur la salle. Le juge regardait Nathalie avec une expression que je n'oublierai jamais. Du dégoût. Un dégoût profond, viscéral. Sophie s'est tournée vers moi. « Madame Morin, pouvez-vous raconter au tribunal ce qui s'est passé la nuit du 12 décembre ?» Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais ma voix était ferme. J'ai raconté cette nuit terrible, les sacs poubelles, l'heure qu'on m'avait donnée, le froid, la voiture, le parking du supermarché, les nuits passées à grelotter sous mon manteau. J'ai tout dit, sans rien omettre, sans rien exagérer. La vérité nue, brutale, insoutenable. Quand j'ai eu fini, j'ai vu que le juge avait les larmes aux yeux. Elle les a essuyées discrètement, avant de se tourner vers Nathalie. « Madame Duval, avez-vous quelque chose à dire ?» Nathalie s'est levée. Elle tremblait. Des larmes coulèrent sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. « Maman, je suis désolée. C'était Éric. C'était son idée. Il m'a forcée à le faire. Je ne voulais pas, je te jure que je ne voulais pas. » Éric a bondi de sa chaise. « C'est faux. C'est elle qui a tout organisé. Elle m'a dit que tu étais d'accord. Elle m'a dit que tu lui avais donné la procuration. Je ne savais pas que c'était un faux. » Ils se sont mis à crier l'un sur l'autre, à s'accuser mutuellement, à se rejeter la faute. Le juge a dû frapper plusieurs fois avec son marteau pour rétablir l'ordre. « Silence! Silence dans cette salle !» Quand le calme est revenu, elle a regardé Nathalie et Éric avec un mépris glacial. Je n'ai pas besoin d'en entendre davantage. La demande de tutelle est rejetée. Madame Morin est parfaitement capable de gérer ses propres affaires. Quant aux accusations de fraude, de faux et d'abus de confiance, elles seront transmises au procureur pour enquête criminelle. Elle s'est tournée vers moi. « Madame Morin, je suis profondément désolée de ce que vous avez vécu. La justice fera son travail. L'audience était terminée. Nous avons gagné. Mais pour moi, ce n'était pas fini. Il restait une chose que je devais faire. » Je me suis approchée de Nathalie alors qu'elle sortait de la salle, le visage défait, les yeux rouges. Elle m'a regardée avec un mélange de peur et de honte. « Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ferai tout ce que tu voudras. Je te rembourserai. Je l'ai interrompue d'un geste. « L'immeuble où tu vis, il est en vente, n'est-ce pas? Problème de copropriété, dette impayée. J'ai entendu. » Elle a pâli encore plus, si c'était possible. « Comment tu sais ça? »« Je l'ai acheté. » Le silence. Un silence total, absolu. Nathalie me regardait comme si je venais de lui annoncer la fin du monde. « Quoi? » J'ai acheté l'immeuble, tout l'immeuble, les 12 appartements, y compris le tien. J'ai sorti un document de mon sac. Le titre de propriété. Mon nom était dessus. Isabelle Morin, propriétaire. Tu vois, ma chérie, pendant que tu préparais ta demande de tutelle, moi je préparais autre chose. Maître Blanchard m'a aidé à débloquer des fonds. Des fonds que tu ne connaissais pas, des fonds que Pierre avait mis de côté il y a longtemps, dans un compte dont tu ignorais l'existence. Et avec cet argent,
J'ai acheté ton immeuble. » Nathalie a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. « Tu as 3 mois pour partir. 3 mois. C'est plus que l'heure que tu m'as donnée. Considère ça comme ma dernière preuve d'amour maternel. » Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu Nathalie s'effondrer en sanglots. Eric criait quelque chose, mais je n'écoutais plus. Dehors, le soleil brillait. Un soleil d'hiver, froid mais lumineux. Sophie m'attendait sur les marches du tribunal. « Vous l'avez fait ?» a-t-elle dit avec un sourire. « Oui, je l'ai fait. » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri moi aussi. 6 mois ont passé depuis ce jour au tribunal. 6 mois qui ont transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer quand je dormais dans ma voiture, sur ce parking de supermarché. Aujourd'hui, je vous parle depuis mon appartement au dernier étage de l'immeuble que j'ai acheté. Un penthouse lumineux avec une terrasse qui donne sur la Seine et les toits de Paris. Chaque matin, je prends mon café dehors, enveloppé dans le châle que Pierre m'avait offert, et je regarde le soleil se lever sur la ville. C'est dans ces moments-là que je pense à lui, à tout ce que nous avons vécu ensemble, et je sais qu'il serait fier de moi, fier de voir que sa femme ne s'est pas laissée détruire par ceux qui voulaient trop lui prendre tout ce qu'elle avait. Le procès pénal a eu lieu il y a 2 mois. Nathalie, Tim et Eric ont été reconnus coupables de faux et usage de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie aggravée sur personnes vulnérables. Le juge n'a pas été clément et je ne lui ai pas demandé de l'être. Nathalie a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis et à une interdiction de gérer des biens pendant 10 ans. Eric a écopé de 2 ans avec sursis et d'une amende substantielle. Mais le plus important, c'est qu'ils ont été condamnés solidairement à me rembourser 1 200 000 €, les 890 000 € des actions volées plus les intérêts et les dommages pour préjudice moral. Bien sûr, ils n'ont pas cet argent. Ils sont ruinés, criblés de dettes, et la saisie de leurs biens a commencé. Leur belle vie d'apparence s'est effondrée comme un château de cartes, et je ne ressens aucune pitié pour eux, parce qu'ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient. Ils ont dû quitter l'appartement, évidemment. Je leur avais donné 3 mois, et j'ai tenu parole. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Je les ai regardés partir depuis ma terrasse, leurs cartons empilés dans un camion de location, leur visage défait et vieilli par le stress et la honte. Nathalie a levé les yeux vers moi une dernière fois, et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, du regret peut-être, ou simplement la réalisation tardive de tout ce qu'elle avait perdu. Je n'ai pas détourné les yeux. Je ne lui ai fait aucun signe. Je l'ai simplement regardée partir. Cette fille que j'avais mise au monde et qui avait essayé de me détruire. Aujourd'hui, elle vit dans un petit appartement en banlieue. Elle travaille comme secrétaire dans une agence immobilière et Eric l'a quittée 3 semaines après le procès pour aller vivre chez une autre femme. Une femme plus jeune et probablement plus riche. Leur mariage n'a pas survécu à la chute, mais je suppose que c'était prévisible puisqu'un couple construit sur la cupidité et le mensonge ne peut pas résister à l'épreuve de la vérité. Quant à mes petits-enfants, Lucas et Emma, les choses qu'elles sont plus compliquées. Lucas, l'aîné, m'a écrit une lettre il y a quelques semaines. Une longue lettre dans laquelle il s'excusait pour son silence, pour son indifférence, pour toutes ces années où il m'avait traité comme si je n'existais pas. Il m'a dit qu'il avait honte, qu'il ne comprenait pas comment il avait pu se comporter ainsi, qu'il voulait me revoir
si j'acceptais de lui pardonner. Je lui ai répondu simplement que le pardon ne se donne pas sur commande, qu'il se mérite, et que quand il serait prêt à me regarder dans les yeux et à assumer ses erreurs, il pourrait m'appeler. Il n'a pas encore appelé, mais je sais qu'il le fera un jour. Et ce jour-là, je serai là pour l'accueillir, parce qu'une grand-mère reste une grand-mère, même quand ses petits-enfants l'ont blessée. Emma, elle, ne m'a jamais contactée, et je ne sais pas si elle le fera un jour. Mais j'ai fait ma paix avec cette idée, parce que je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer, et je ne veux plus perdre mon énergie à essayer. L'argent que j'ai récupéré, je ne l'ai pas gardé pour moi seule parce que je n'en ai pas besoin. Pas à mon âge, pas avec tout ce que j'ai déjà. J'ai créé une association que j'ai appelée Les Invisibles, une association pour aider les femmes âgées, victimes de maltraitance familiale, ces femmes qu'on jette comme des meubles usagés quand elles ne servent plus, ces femmes qu'on vole, qu'on humilie, qu'on pousse au désespoir. Chaque semaine, je reçois des dizaines de témoignages, des histoires qui ressemblent à la mienne, des histoires de trahison et de douleur, mais aussi des histoires de renaissance et d'espoir. Ces femmes me donnent la force de continuer. Elles me rappellent pourquoi je me suis battue et pourquoi je continue à me battre. Ce soir, assise sur ma terrasse avec mon châle sur les épaules et la photo de Pierre posée sur la table à côté de mon verre de vin, je repense à tout ce chemin parcouru. Ils m'ont mise dehors à 71 ans avec des sacs poubelles pour tout bagage. Ils pensaient que j'allais disparaître dans la nuit, comme une vieille femme qu'on oublie. Mais ils avaient oublié quelque chose d'essentiel. Ils avaient oublié qui m'avait appris à me battre, qui m'avait donné la force de ne jamais abandonner, qui m'avait aimé pendant 43 ans sans jamais douter de moi. Pierre, mon amour, c'est grâce à toi que je suis encore debout. C'est grâce à toi que j'ai trouvé le courage de me relever quand tout semblait perdu. Et maintenant, depuis mon penthouse avec vue sur Paris, je peux enfin te dire que nous avons gagné. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous vivez quelque chose de similaire, si vos enfants vous traitent comme un meuble qu'on jette quand il devient vieux, si vous avez l'impression d'être invisible dans votre propre famille, si vous vous demandez chaque jour ce que vous avez fait pour mériter tant de cruauté, je veux que vous sachiez une chose essentielle que j'ai mis 71 ans à comprendre. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de dire non. Et personne, absolument personne, pas même vos propres enfants, n'a le droit de vous voler votre dignité. L'amour d'une mère est infini, c'est vrai. Nous donnons sans compter. Nous sacrifions notre temps, notre énergie, notre argent, notre jeunesse. Nous nous oublions pour que nos enfants puissent grandir et s'épanouir. Mais cet amour ne devrait jamais être une prison. Il ne devrait jamais devenir une excuse pour accepter l'inacceptable, pour tolérer l'humiliation, pour se laisser piétiner en silence. J'ai passé 8 ans à me faire petite, à m'excuser d'exister, à croire que si j'étais encore plus discrète, encore plus serviable, encore plus effacée, ma fille finirait par m'aimer comme je l'aimais. Je me trompais, et cette erreur m'a presque coûté la vie. La justice existe, même si elle prend parfois des chemins détournés et des années à se manifester. Mon fils m'a semé la cruauté, et il a récolté la solitude. Ma belle-fille a semé la cupidité, et elle a récolté la ruine. Et moi, Isabelle Morin, j'ai semé la patience et la dignité, et j'ai récolté la paix. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de la rancœur, c'est simplement la vie, qui finit toujours par rendre ce qu'on lui donne,
Et quand on donne de l'amour avec sincérité, l'amour finit par revenir, parfois de là où on ne l'attendait pas. Je pense souvent à cette nuit de décembre où je dormais dans ma voiture, gelée jusqu'aux os, persuadée que ma vie était finie. Si quelqu'un m'avait dit ce soir-là que 6 mois plus tard je vivrais dans un penthouse avec vue sur la Seine, que j'aurais acheté l'immeuble de ma fille, que j'aurais créé une association pour aider d'autres femmes comme moi, j'aurais ri ou pleuré, je ne sais pas. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Et si moi j'ai pu me relever à 71 ans, après avoir tout perdu, alors vous aussi vous pouvez le faire, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'être là, quelque part dans le monde, à écouter l'histoire d'une vieille dame qui a refusé de disparaître. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, avec votre mère, votre grand-mère, votre sœur, votre ami, parce que parfois une histoire peut changer toute une journée, parfois une histoire peut sauver une vie. Et si vous êtes une Isabelle quelque part dans le monde, sachez que vous n'êtes pas seul, nous sommes des milliers, et nous sommes debout. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.